Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous le savez, vous pouvez aussi recevoir Sport FM sur le www.sportfm.tg.com. Dingue de Sport de ce jour évoque la D3 nationale de football, surtout les moyens octroyés aux différents clubs pour prendre part à la compétition. Nous parlerons également du tournoi des académies Made in Togo, le processus de professionnalisation du football au Togo qui peuvent être candidats comme club à la ligue professionnelle. Nous analysons. Dingue de Sport reçoit aujourd'hui Kelly Akoesso, Angelo Folikoué, Prosper Agbouklou. Nous recevons également le promoteur du tournoi des académies Made in Togo, Stéphane Atigossou. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Ok Koudio. Moi, je suis Franck Nouyama. Comme toujours, la vidéo est l'affaire de Sœur Fonelum. Merci de nous recevoir chez vous. À bientôt. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Stéphane Atigossou, bonjour, bonne arrivée. Bonjour à toi Franck Nouyama, bonjour au plateau, bonjour aux techniciens et bonjour surtout aux fidèles auditrices et auditeurs de la radio qui mouille le maillot. Vous avez dit bonne arrivée, je réponds merci. Très bien, Kelly Akoesso, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Angelo Folikoué, merci d'être en studio. Salut sportif Franck, bonjour à tous. On a bien démarré la nouvelle semaine. Bon, comme d'habitude, on a envie, on a le souffle de vie. On est toujours au front. On continue d'espérer. Voilà. Et commençons par parler du tournoi des académies Made in Togo. Stéphane Atigossou, vous en êtes le promoteur. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? C'est la 10e édition, effectivement. Oui, c'est la 10e édition. Et puis, elle a démarré vendredi dernier au stade de Bossimé, avec 40 académies au départ, ce qui est un record. Il faut rappeler qu'en 2016, lorsqu'on démarrait ce tournoi, on avait commencé avec 8 académies. Et aujourd'hui, à la 10e édition, nous sommes à 40, 32 à Lomé, 8 à l'intérieur du pays. Et pour cette édition, elle sera aussi nationale. C'est aussi l'autre innovation. Et arrivé au stade des demi-finales avec les équipes de Lomé, les 8 de l'intérieur vont descendre pour s'y ajouter. Ça fera 12. Et nous allons donc repartir avec les matchs en poule pour déterminer le champion Made in Togo de cette année. De 2016 à 2023, ça fait normalement 7 ans. Ça veut dire qu'il y a eu des années où ça a été joué 2 fois ? Exactement, comme cette année d'ailleurs, où nous commençons toujours l'année d'après, c'est-à-dire on a commencé en novembre, le 25 novembre passé, on a terminé en mars. Le 3 mars, nous avons joué la finale de la 9e édition avant de lancer cette 10e édition durant ces vacances. Nous avons remarqué que lorsqu'on joue généralement en cours d'année, il y a beaucoup de perturbations puisqu'il y a le championnat national de première division, deuxième division, D3 qui se joue. Donc, on a évolué sur pratiquement 5 mois, ce qui est un peu long. Mais nous avons décidé de faire la 10e édition durant les vacances. Et ça permet d'abord, dans un premier temps, au club de l'intérieur de descendre et de participer. Et puis, ça aussi permet que le tournoi se déroule très vite. C'est-à-dire, tout va se dérouler dans un mois. On joue à Lomé durant 2 semaines et puis les amis du Nord tombent pour rapidement faire la phase finale. Donc, ça va aller très vite. Et à partir de cet instant également, l'autre chose, c'est que nous n'allons plus jouer 2 fois dans l'année parce que c'est pesant, très pesant de le faire 2 fois dans l'année. Et nous allons le faire maintenant 1 fois par an et ce sera toujours dans les vacances pour qu'on puisse permettre également aux gens de l'intérieur de venir pour qu'ensemble on puisse faire quelque chose de bien. On pense pourquoi pas aussi délocaliser un jour. Pourquoi pas aller à l'intérieur du pays. Exactement, aller à Kwalimé ou à Sokodé ou à Kara pour organiser cette même compétition pour que les clubs de Lomé aussi viennent découvrir le fond du Togo. Beaucoup de gens se demandent, on est au Togo, on parle français, finalement pourquoi tournoi Made in Togo ? Oui, Made in Togo, tout simplement parce que c'est une création togolaise, c'est une affaire de chez nous.
Vous savez, les tournois de jeunes n'ont vraiment pas existé comme ça depuis un moment chez nous. Et donc, on a réfléchi, on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer. Et lorsque nous avons lancé la perche, elle a été rapidement récupérée par les académies. Et après, il y a eu un engouement qui a suivi. Les gens se sont intéressés aux jeunes. Et puis, bon, à l'époque, c'était l'ex-sélectionneur Claude Leroy qui était là tous les après-midi. À partir de 13h, le vieux ne se reposait pas. Et après, il a sorti quand même une liste dans laquelle on a vu certains de nos jeunes qui ont continué par exceller sur le plan international. Certains ont continué au niveau de l'équipe nationale. La dernière dont on peut parler, c'est Karim Derman, que le sélectionneur actuel a détecté et puis a continué par utiliser. Et la dernière fois, quand j'étais au stade de Kégué, j'ai vu cet enfant mouiller le maillot. Et les clameurs du public, j'avais eu la chair de poule. C'est l'une de vos satisfactions. Oui. Karim Derman, sans oublier Thibaut, voilà. Nyavedi Elom, Razak Koulibaly, Josué Doké. Ils sont très nombreux qui ont participé à ce tournoi et qui sont vraiment une satisfaction. Et je crois que c'est l'objectif, arriver à détecter des talents qui servent le pays. Et lorsque tous les Togolais sont fiers de ces jeunes aujourd'hui, nous sommes quand même aussi contents d'avoir pu faire quelque chose made in Togo. Made in Togo. Alors, cette édition, vous l'avez dit, a commencé et ça se poursuit. Ça va prendre fin, vous l'avez dit, d'ici quand? Oui, dans un mois. Le 15, Inch'Allah, le 15 juillet, les académies du Nord vont descendre pour la phase nationale. Et donc, elle va donc se dérouler sur 5 jours pratiquement. Et donc, nous disons que d'ici le 20 juillet, si tout se déroule bien, nous allons pouvoir terminer. Je voudrais aussi souligner et saluer le fait que ce tournoi, depuis le début, a pris le nom du colonel Akpovi. Et c'est lui qui donne le trophée de champion. Et il est resté fidèle à sa promesse. Depuis la première année, il est resté avec nous. Il vient à l'ouverture et à la clôture toutes les fois. La fois dernière, vendredi, malgré qu'il était pris par la formation qui se déroulait chez lui. Oui. Il a quand même fait un gros effort pour venir donner le coup d'envoi avant de retourner. Donc je tiens sincèrement à lui dire merci et merci également à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous encouragent. Beaucoup nous encouragent verbalement en disant « Ah mais c'est une bonne chose, il faut continuer et tout ». Sincèrement, c'est le lieu de leur dire merci et merci aussi à Sport FM et à toi, Franck Onunyama. Merci Stéphane Tigossou d'avoir bien voulu partager, on va dire, ce moment avec nous. Beaucoup de courage, hein, parce que là, c'est pas évident. Ah oui, beaucoup de courage. Pas du tout évident. Et nous avons joué, je disais que nous avons joué vendredi, on a joué samedi, on a joué dimanche. Je ne vais pas m'étaler sur les résultats ici, mais ceux qui ont fait le déplacement ont déjà vu quand même qu'il y a de la matière à prendre. Le Togolais est naturellement talentueux. C'est ce que moi j'ai remarqué à travers ce tournoi. Il suffit de mettre un peu de moyens, de les canaliser, de les entretenir. Et je crois que nous allons surprendre le monde en matière de football. Donc nous encourageons l'État, la Fédération togolaise de football et toutes les bonnes volontés à mettre les moyens dans le football, dans l'entretien, dans la formation des jeunes. Et comme ça, d'ici 5 ans, on ne va plus rester à se dire nous n'allons pas à la CAN. Les choses vont se déclencher d'elles-mêmes et le Togo pourra vraiment atteindre des sommets. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Nous encourageons les uns les autres à soutenir des initiatives comme les nôtres, pas nous seuls, mais tous ceux qui prennent de ces initiatives, ils ont besoin d'être soutenus. Vraiment, merci. Voilà, c'est là où on peut découvrir des talents de demain. La preuve, on a Karim Derman qui est parti de ce tournoi. Là, on a Thibaut Clusier, on a beaucoup de joueurs. Voilà, donc si vous avez des choses à donner pour encourager le promoteur, n'hésitez pas. On revient. Merci de faire confiance à la radio qui mouille le maillot et on va parler maintenant de la 3e division nationale de football qui est en train petit à petit d'aller vers, on va dire, sa phase terminale avec les playoffs qui arrivent. On a des clubs comme Olympique de Vaud, Arsenal de Cara-Sud, Tchaoudjou Athletic Club sont les meilleurs. Hein, et maintenant, la question qui se pose, c'est les moyens octroyés à ces clubs-là pour pouvoir disputer la compétition
compétition. Kélia Kouesso, vous êtes proche de Olympique de Vaud. Alors, comment ça se passe ? Au début, je ne pense pas avoir entendu parler d'une certaine subvention par rapport au début de ce championnat de 3e division au niveau de l'Olympique de Vaud. Mais je pense que depuis un moment, il y a un nouveau bureau qui a été mis sur pied, piloté par Atou Kokou Eric, qui est le nouveau président de cette formation de l'Olympique de Vaud. Et donc, il a été clair dès l'entame de son mandat, comme quoi il ne sera pas seul à sortir l'argent de sa poche pour faire progresser le club. Donc, ils ont mis en place un comité de mobilisation de fonds pour la campagne de la 3e division, et ce comité de mobilisation de fonds a effectivement fait le travail qu'il faut. Il est piloté par le préfet du Vaud, M. Legede Kokou Jérôme. Et donc, ils ont travaillé avec la diaspora également, qui a mis la main à la pâte pour mobiliser des fonds pour cette équipe de l'Olympique de Vaud. Donc, officiellement, moi, je n'ai pas entendu parler de subventions. On parle de 250 000, mais on n'a même pas entendu parler de ça. Ils ont mobilisé 4 millions à l'entame de la compétition, mais lorsque la première phase de la compétition est terminée, ils ont organisé une conférence de presse pour informer donc le public par rapport à la gestion de ces 4 millions-là. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, au terme de la phase aller, ils ont dépensé 12 millions de francs CFA. Oui, bien sûr, ils ont dépensé 12 millions de francs CFA pour la phase aller de cette compétition. Et par après, ils ont lancé encore un appel de fonds pour la phase de retour de cette compétition. Donc je pense qu'aujourd'hui, on serait, après la phase des playoffs, on avoisinerait les 30 millions de francs CFA comme dépenses au niveau de cette équipe de l'Olympique de Vaud. Ce n'est pas encore fini parce que justement cette équipe de l'Olympique de Vaud joue demain face à Asfosa pour la phase des playoffs. Donc en réalité, moi je dirais qu'il n'y a même pas eu de subvention en bonne et due forme pour cette 3e division qui est considérée comme le bonus des 2 premières divisions du Togo. Quelles sont les difficultés rencontrées justement par ce club ? Pas beaucoup de moyens, les terrains de jeu, on en parle souvent, c'est très difficile. Oui, d'abord un problème d'effectif au départ parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, lorsque l'équipe végétait dans les méandres de la 3e division, ont dû quitter cette formation pour aller monnayer leur talent ailleurs. Mais heureusement, avec le travail effectué par le bureau, ils ont réussi à faire venir certains joueurs de première division, notamment Keglo Innocent, l'ancien des Anges de Gontier, et Peto Daniel qui évoluait entre-temps sous le maillot de l'Est Goport, et des joueurs de 2e division également qui sont venus renforcer le cru local qui était en place dans la préfecture du Vaud. Donc, c'est avec ça que le coach Ametana Kokou a commencé le travail. Après, il a été appuyé dans ce staff par Noutsoudien Parito. C'est les deux qui ont géré cette équipe de l'Olympique de Vaud durant cette phase de la 3e division. Donc, c'est avec ça qu'ils ont travaillé. Les difficultés, c'est souvent lié à l'argent. Le président Eric Atou, il est souvent là à mettre les moyens qu'il faut à la disposition de cette formation. Il a d'ailleurs logé les joueurs qui sont dans sa maison durant toute la phase de la phase aller et la phase en cours. Il a logé les joueurs, ils sont nourris matin, midi et soir. Donc voilà, il a fait ce qu'il faut pour que cette équipe de l'Olympique de Vaud puisse se retrouver en 2e division. Aujourd'hui, les difficultés, c'est ce que nous avons remarqué sur le terrain. Il y a des problèmes liés à l'organisation de ces rencontres-là en 3e division. Il n'y a pas la Croix-Rouge, et il n'y a pas de commissaire de match en bonne et due forme pour ces matchs. Les terrains sont pratiquement des patates, des champs de patates. Oui, bien sûr, on l'a remarqué. Même chez nous à Vaughan, le terrain municipal, c'est pas vraiment ça. Donc on se dit, sur le plan infrastructure, il y a un gros souci avec cette compétition qui est la 3e division. Donc ils ont fait clopin-clopin pour arriver jusque-là. Maintenant, le comité de mobilisation de fonds, piloté par le préfet, a essayé de mobiliser les moyens qu'il faut pour que l'équipe arrive en 3e division, parce que c'est en 2e division, parce que c'est un projet qu'ils ont commencé depuis très longtemps avec André Deguet, à l'époque où il était le président de cette équipe de l'Olympique de Vaud. Aujourd'hui, je pense que c'est chose faite, mais ça n'a pas été facile pour ce bureau, l'ensemble du staff technique et les joueurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, Olympique de Vaud est en 1e division. Le public vaughanais ne peut qu'être content. Très bien. Merci Kélia Kouesso de nous avoir apporté ces informations. Angelo Folico, on sait qu'il y a un club, on va dire, qui est un club connu, un club historique à Lomé, Asfosa également, qui fait partie de ce championnat-là. Problème de moyens, c'est difficile, ça murmure un peu partout. Quant aux moyens donnés, il semble que c'est 250 000 pour la phase aller, puis l'autre phase, 250 000 en tout et pour tout, 500 pour faire un championnat. Mais c'est très compliqué, allons-nous dire.
Mais on ne va pas forcer les clubs à faire un championnat. Moi, je me dis, vous n'avez pas les moyens. Pourquoi forcer votre participation, vouloir forcément être présent, sachant que vous n'avez pas les reins solides pour répondre aux différentes dépenses. Quand on vous donne 250 000 et qu'à la fin, ou à la phase aller, vous vous retrouvez avec 12, 10 millions de dépenses, mais attendez, où est-ce que vous allez trouver le gap pour pouvoir compléter tout ça? Et l'argent là provient d'où? Je ne suis pas sûr que ça provient de la caisse du club. Sinon, vous allez peut-être mettre en place les infrastructures qu'il faut, trouver une bonne équipe et peut-être évoluer à un échelon un peu plus élevé. Moi, je dis la performance, il n'y a pas à faire de compromis avec. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Quand vous regardez un peu les clubs au niveau de la Détroit, ce sont des clubs du village, de quartier, qui se retrouvent avec une organisation, je pourrais dire, tellement pauvre. Je prends juste le cas, par exemple, d'un club qui est situé au niveau du quartier de Kégué, qui s'appelle Carmel. Sur leur terrain que je connais très bien, il n'y a pas de vestiaire. Les équipes arrivent, il n'y a pas de vestiaire pour pouvoir se changer. Ça, c'est le premier critère. Ils font ça où alors? Sous les arbres, ou juste à côté des clés. Ou juste, voilà, quelques briques posées quelque part, on se retrouve, on dépose les maillots au milieu des joueurs, chacun prend son maillot avec son numéro et tout de suite, vous vous mettez en uniforme et vous allez à l'échauffement. La réunion technique se déroule également sous les arbres. Mais là, nous parlons d'un match de championnat de Détroit qui se déroule dans le Grand Lomé, dans la capitale. À un moment donné, quand vous prenez également le temps d'aller surfer sur le site officiel de la Fédération togolaise de football, oui, au niveau de l'onglet compétition, vous avez toutes les compétitions qui sont alignées, D1, D2, mais quand vous rentrez dans la fenêtre D3, il n'y a rien. Vous ne voyez, il n'y a rien du tout comme information. Ni les résultats de la première journée jusqu'à celle de la phase aller, jusqu'à même à la fin des compétitions de poule. Comment est-ce que cela s'explique? Ça veut dire que quelque part au niveau de la fédération, on ne donne pas de crédit ni d'intérêt assez poussé à la D3. La D1, on a toutes les informations. La deuxième division également. Mais pourquoi négliger autant la troisième division? Et pourtant, il y a des joueurs qui quitteront justement cet échelon inférieur-là pour gravir, arriver en D2. Et pourquoi pas même faire un trou au niveau de la première division. À ce niveau, je pense que les responsables, les autorités au niveau du COMEX doivent rapidement réfléchir pour que la saison prochaine, on puisse avoir une D3 compétitive et surtout mieux organisée. Parce que même au niveau des clubs, c'est tellement pauvre. Et au niveau de la fédération, si on accompagne ce genre d'organisation, franchement parlant, on n'est pas sorti de l'auberge. Stéphane Tigossou, oui, vous avez des informations déçues. Vous avez vu un club évoluer à ce niveau national, la Détroit. Oui, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des problèmes qu'il faut relever. Angelo en fait cas tout à l'heure. Les résultats, on ne les voit pas lorsqu'on descend sur les sites d'information de la Fédé. Mais où voulez-vous tenir le problème et parler de cette compétition? Merci pour la question. Dans un premier temps, je pense que il faudra rappeler que ce n'est pas que 500 000, selon moi, mes informations qui ont été données. Les 500 000 proviennent du ministère des Sports. Ça, c'est le don du ministère des Sports. Oui. Et la fédération aurait accompagné avec 1 million. Donc, c'est ce que j'ai appris, j'ai eu comme information. Bon, maintenant, ça ne suffit pas, ça c'est vrai. Et il va falloir vraiment qu'on recommence par bâtir notre football à partir de la base. La base, c'est la Détroit. C'est là-bas, il faut injecter beaucoup plus de moyens. Les années dernières, ou bien comme toujours, c'est la première division qui prend le gros lot, la deuxième aussi en prend. Et généralement, la base n'est pas vraiment nourrie comme il se doit. Donc, je pense que pour avoir discuté un peu avec les autorités de la fédération et du ministère, je crois qu'ils sont conscients. Eux-mêmes, ils sont conscients que ce n'est pas beaucoup et qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire pour que ce football à la base puisse redécoller. Donc, on espère que ce championnat-là qui a été délaissé pendant bien d'années et qui n'a repris que cette année véritablement le championnat national de 3e division, que l'année prochaine, ils feront mieux. Le gouvernement peut-être mettra ça au budget pour que ce championnat-là, quand on serait en train de jouer peut-être le professionnalisme, que le championnat au niveau de la D3 soit beaucoup plus entretenu. Prosper, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Bonne arrivée. Merci. La D3, vous avez déjà
suivi un match de cette compétition. Oui. Que retenez-vous? Bon, par rapport au club que j'ai un peu regardé, suivi, c'est Asposa de Lomé. C'est un club mythique de la capitale qui reste quand même une référence en matière de football avec le nouveau management qui est fait autour de cette équipe. J'ai eu l'occasion d'aller voir à peu près ce qui se passe à ce niveau et dans les enquêtes poussées, l'engouement autour de ce club, tous ceux qui sont je dirais partenaires vis-à-vis donc de l'encadrement. J'ai discuté un peu avec eux. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience à ce niveau, au niveau de la Asposa de Lomé, où les choses sont peut-être au niveau de l'organisation fignolée de manière appropriée. À ne voir que le déplacement et les matchs à l'extérieur, les matchs à domicile, on a l'impression que eux, ils avaient pris des dispositions au-delà de tout ce qui pouvait arriver vers des organismes qui devraient les financer, les subventionner, la fédération et autres. Donc, à ce jour, c'est le seul club que moi j'ai pu regarder. Donc, ils ne connaissent pas de difficultés, tout va bien. Bon, je ne peux pas aller au fond des choses pour dire je ne suis pas ni l'attaché de presse, ni dans l'encadrement, mais les enquêtes m'ont fait croire que les joueurs n'attendaient pas les moyens. Voilà, avant de pouvoir s'organiser. Et là, sur les 3 dernières journées, j'ai vu l'engouement qui a été donc même sur, comment on appelle, la direction de son président. Je crois que c'est M. Amadoto, je crois. Oui. Je ne le connais pas trop, mais je crois quand même qu'il y a eu quand même une prise de conscience, une vision autour de ce club et qui a permis aujourd'hui de voir là où il est. Maintenant, dans tout ce qui peut entourer ce que viennent de dire mes collègues tout à l'heure, je crois quand même que ce sont des parents pauvres. La 3e division reste quand même un parent pauvre et il va falloir vraiment être regardant. Quand vous écoutez à peu près le jour de la finale, du dernier match entre Asposa et, je crois, UNES, à la fin du match, au cours donc du toast, je crois que leur président a laissé entendre un certain nombre de choses qui quand même fait croire que la dynamique y est. Maintenant, est-ce que c'est partout? C'est ça la question. C'est ça la question, voilà, l'interrogation. Très bien, oui. Ces clubs ont besoin de moyens. Si, oui, finalement, ça fait 1,5 million. C'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Mais bon, il faut y aller, on verra. On va fouiller juste après les playoffs pour comprendre un peu comment ces clubs ont réussi à terminer toute une saison avec ces moyens, on va dire. Avec 1,5 million, si c'est le cas. Et voilà, on parle professionnalisation depuis un moment déjà. Le processus est en cours. Les choses se précisent peut-être selon ceux qui, on va dire, dirigent ce processus et qui va pouvoir sortir les clubs qui peuvent prétendre jouer en ligue professionnelle. Les critères d'octroi de la licence professionnelle, on va vraiment en parler. Angelou Foulikou, lorsque vous regardez ces critères, tous les clubs doivent avoir des entraîneurs, l'adjoint, le kiné, le team média, office. Beaucoup de choses ont été citées. Et puis on a dit un club par préfecture ou bien plusieurs préfectures peuvent parrainer un club, mais pas le contraire. Donc, il y a beaucoup de choses. Comment réagissez-vous aujourd'hui à cette nouvelle donne quand on sait que ce sera pas dans longtemps que le Togo va rentrer dans ce processus? Au regard de tout ce que nous constatons, d'abord, c'est une bonne chose à la base. On a dû passer par là dans les différents pays qui nous entourent, que ce soit le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, pour parler du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Tout doucement, les responsables, les connaisseurs du football se sont réunis pour discuter, élaborer des plannings et avoir un projet sûrement bancable avec l'appui de l'État. Et tout doucement, ça a pris forme.
Et dans ces pays-là, on pourra peut-être évoquer qu'il y a un championnat pro. Je dis bien, on pourra évoquer. Maintenant, le cas du Togo me laisse perplexe. Il ne faut pas aller vite, hein. Il faut prendre le temps de travailler de façon foncière sur ce projet. Parce qu'à mon avis, ça reste un projet. Et un projet, on ne va pas le réaliser tout de suite en 6 mois ou en 3 mois. Et mais l'État a dit, allez-y. Non, mais attendez. Je suis prêt. Non. Moi, je suis pas dans cette posture-là. Quand vous prenez, par exemple, moi, je vais juste évoquer 2 critères, 2 paramètres. Oui. Quand on parle d'un club par préfecture, moi, je pense que c'est juste une grosse erreur. On ne peut pas aujourd'hui, sur les 6 préfectures ou les 6 ligues que nous voulons avoir au niveau du football, voilà, le carcan, il est là. On ne va pas forcer les préfectures à donner seulement qu'un club. À un moment donné, quand on parle d'un football, on parle d'un championnat professionnel, il y a l'aspect derby dont on parle souvent. Ça veut dire que si jamais c'est un club par préfecture, par exemple, que ce soit au niveau de Kara, d'Atakpamé, Palimé, Sokodé, il y aura plus de derby. Mais à quoi ça va servir alors si on n'a pas de derby dans un championnat? On va considérer tout le Nord. Quand Sokodé joue contre Kara ou bien Semassi contre Asco, par exemple, parlera peut-être du derby du Nord. C'est pas la même chose, Franck. Alors que quand Semassi et Unisport jouent, alors là, c'est une autre chose. ASCK contre Asco, c'est une autre tournure. Gomedo contre Maranatha, il y a tellement d'exemples qu'on peut citer. Ça concerne le volet un club par préfecture dont je ne suis pas du tout d'accord. Il va falloir revenir là-dessus. S'ils sont en conclave, je pense que c'est pour réfléchir sur ce qui peut sortir comme fumée blanche. Le second aspect que je voudrais évoquer, c'est la gouvernance interne des clubs. Oui. Aujourd'hui, nous savons comment nos clubs fonctionnent. On confie l'argent, bien l'argent appartient au président. C'est lui qui sort l'argent quand il le veut, quand il le peut, pour le déplacement des joueurs. Kelly en parlait d'ailleurs par rapport à la Détroit, déjà Olympique de Vaud, dont le président a logé tous les joueurs dans sa maison. Et qui leur donne à manger matin, midi, soir. Ben, ça ne doit plus être quelque chose comme ça. Ce n'est pas une épicerie. Ça va devenir une société. Espérons que ça le devienne. Sauf que toutes ces personnes qui étaient autour du président, qui géraient l'argent du club comme ils le voulaient, sont obligés, sont sommés de présenter des comptes et que cela soit vraiment propre et transparent. Parce que n'oublions pas, lorsqu'on parle d'un club par préfecture, ça demande à ce qu'à un moment donné, on a une transparence financière. Lorsque vous allez terminer la saison ou sera la mi-saison, vous allez produire des documents comptables parce que sûrement vous allez prendre de la subvention au niveau des préfectures et ce qu'on vous donne, vous êtes obligé de rendre compte derrière. Oui. Or, aujourd'hui, depuis la nuit des temps, comment ça se fait dans le club? Vous faites des dépenses, mais personne ne vous demande comment ça s'est passé. Attention, des gens même risquent d'aller en prison si vous ne faites pas bien les comptes à la fin. Donc, pour dire que oui, la gouvernance interne des clubs, ça reste un problème épineux. Tout doucement, n'allons pas trop vite. Prenons le temps de travailler là-dessus encore sur 1 an, sur 2 ans. Et quand tous les critères seront respectés par ces différents clubs-là qui, aujourd'hui, ont envie de pouvoir jouer dans ce championnat professionnel, à partir de là, on pourra démarrer sans anicroche. Mais bon, apparemment, on veut forcer les choses. Moi, j'attends de voir. Et justement, le président de la Fédération togolaise de football qui veut qu'on y aille, que c'est une bonne chose. Nous allons écouter le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossi Akpouvi. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, si l'État nous donne cette chance, il faut la saisir. Parce que moi, je dis entre-temps que sans cette professionnalisation, le football togolais risque de tomber. Parce que les équipes restent sur la tête d'un seul homme. Et les gens aujourd'hui sont fatigués. Les gens n'arrivent pas à subvenir aux besoins des équipes. Le problème est là. Vous imaginez, le championnat passe. Les gens veulent lâcher ou bien laisser les joueurs. Vous imaginez, certains sont même à 5 mois d'arrêt. 5 mois. Ils ne sont même pas payés. Et des fois, pour pouvoir forcer les enfants, j'ai fait mes enquêtes pour pouvoir former ou bien garder un enfant dans une équipe. On lui dit, écoute, voilà, tu as 5 mois d'arrêt, bon, je te paie peut-être 2 mois, et tu signes un contrat pour pouvoir rester. Le jeune qui n'a rien, qui ne pense qu'à ça, peut-être le fera. Et vous-même, vous vous rendez compte de ce qui se passe dans nos clubs. Les jeunes ne sont pas stables. Ils jouent une saison, et l'autre saison, on part. Là, le problème est là. Avec cette professionnalisation, il y aura plus de sérieux dans ces clubs. Une bonne organisation pour que ces jeunes, ces joueurs qui sont là peut-être peuvent faire un contrat à long terme, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et pouvoir peut-être gagner leur vie.
Président de la Fédération togolaise de football, le colonel Gikosi Yakouvi, Stéphane Tigossoui, il y a les critères d'octroi de la licence professionnelle. Lorsqu'on regarde les conditions, par exemple, si on prend le staff technique d'un club, par exemple, on a beaucoup de choses, le directeur sportif, l'entraîneur principal, l'entraîneur adjoint, un entraîneur de gardien, et il y a un médecin, 2 kinés, il y a un team media officer, un photojournaliste, 2 intendants, un team manager. Lorsqu'on prend les clubs, un à un, à vos yeux, est-ce qu'il y a un qui respecte ces conditions? Bon, vous en connaissez? Je pense que ces critères ont été énumérés pour y aller là-dessus, étape par étape. On ne peut pas demander à un club qui sort de l'amateurisme de rassembler tout ça là et de démarrer le championnat professionnel avec, non. Apparemment, c'est ce qui va être fait. Non, je ne pense pas. Vous ne croyez pas? Non, ce qu'on peut faire, c'est demander au club, d'ailleurs, quand on prend les équipes nationales, c'est l'État qui paye les équipes nationales, mais tous ces staffs-là, parfois, ce n'est pas facile à l'État même. Et donc, on ne peut pas demander ça à un club de rassembler toutes ces personnes-là et cette base salariale-là, on va la L'État dit, allez-y, je vous donne 70 millions sur 3 saisons. 70 millions, oui. Mais maintenant, le club Fagnon peut avoir ce qu'il faut. Mais maintenant, ces personnes qui sont au niveau du club Fagnon, certains peuvent jouer 2 rôles, essayer d'apporter un peu leur connaissance aux U17, aux féminins. On va trouver forcément une formule pour que ça puisse se faire. Sinon, dire que ce sont les critères et qu'on doit remplir tous ces critères-là avant donc d'obtenir le quitus pour la licence pour jouer, je pense que c'est ce leur est. Le comité actuellement est en travail, ils vont travailler, certainement qu'ils vont voir ce qui est faisable à l'étape actuelle. L'année prochaine, si l'État met encore 70 millions et qu'il y a peut-être d'autres sponsors qui s'y ajoutent, on pourra voir comment agrandir ça. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'il faut commencer tout de suite? Je pense qu'il faut commencer, mais il faut commencer avec les moyens de bord. Il faut commencer. Il faut aller étape par étape? Oui, il faut aller étape par étape. Il faut aller étape par étape. Ne pas commencer. Vous voyez, cette année, par exemple, le championnat se termine. Nous venons de nous plaindre tout à l'heure des moyens qui ont manqué les gens de la D3. Et certainement, les gens de la D2 n'ont pas eu suffisamment aussi. La D1 également. Non plus. Maintenant, le gouvernement veut mettre un peu de moyens. Selon moi aussi, il ne faut pas refuser ça. Mais maintenant, qu'est-ce que cela peut servir qu'est-ce que cela peut faire, ces 70 millions, lorsqu'on prend, puisque ça ne va pas être débloqué entièrement. Forcément, ça va être en étape. Peut-être on va donner une première tranche de 35 millions et peut-être après, à la mi-saison, on peut donner encore 35 millions. Maintenant, quand on prend les premiers 35 millions, on fait vraiment une équipe. Les salaires des joueurs qui va être fixé peut-être à 100 ou à 150 000 cette fois-ci. Les kinés, les entraîneurs, tout ça. Là, on essaie de descendre quelque chose. Au moins, on prend le minimum ou bien le moyen et puis on voit et on n'impose pas trop de choses au club tout de suite. On leur demande quand même de donner, d'aller vers le semi-professionnalisme d'abord. Et ensuite, l'appétit vient en mangeant, le gouvernement ayant vu peut-être comment ça s'est bien passé. Après les 3 ans, qui sait, on pourra peut-être quitter 70 millions pour 210 millions. Prosper Agouklou, vous, à votre niveau, vous pensez que oui, tout est réuni pour y aller, ou bien on se dit oui, bon, on va y aller et petit à petit on va gérer ce qui manque, il faut y aller? Oui, je crois que quand on écoute un peu les assertions qui sont faites autour donc, de la question et le débat autour, on se rend compte que il y a un sentiment donc de symphonie inachevée parce que pour la majorité, il faut avoir tout mettre en place, les structures en place avant donc de démarrer. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est l'idéal, c'est vrai, c'est l'idéal. Mais il faut quand même dire que quand l'État décide quelque chose, c'est plus que politique.
c'est un peu, c'est ancré, ce sont des. Donc, des qu'on le veuille ou non, ça va se faire. Voilà, c'est un Et il ne faut pas politique. affronter l'État. Non, ne pas affronter l'État. L'État, c'est nous tous. Mais je dirais tout simplement que ce sont des discours politiques. Quand à un certain niveau de... Vous voyez, par exemple, je donne la petite exemple que pour comme on appelle, l'aménagement d'une petite rue dans un grand ensemble et l'abandon d'une grande rue. Vous allez vous demander pourquoi on a pu tracer, bitumer cette petite rue-là qui ne sert pas trop à tout le monde et qu'on a abandonné l'autre. Il y a un intérêt derrière. C'est que quelque part, l'État, en disant quelque chose, ce sont des discours plus que politiques, plus que sportifs. Ça ne vient pas en l'air. Non, Il y a quelque chose derrière. Voilà. Le fait que l'État veille, qu'on commence, il y a quelque chose derrière. Voilà. Donc, ah bon? En tant que citoyen, vous savez, c'est une question de rapport de force. L'État dit, vous dites, bon, nous on refuse. Après, qu'adviendra-t-il? Donc moi je crois quand même que c'est vrai qu'on est tous dubitatifs, mais à un certain niveau donné, on ne peut rien. L'essentiel est là à faire, mettre en place les infrastructures, former les entraîneurs, créer des viviers pour pouvoir comme on appelle, alimenter les équipes. Tout ça là est là. Mais si, éventuellement, l'État demande à ce qu'on commence, je ne vois pas quel discours le président de la fédération va tenir mieux que de dire on va y aller. Ceux qui pilotent le projet nous disent que même si on refuse aujourd'hui, les bateaux vont toujours accoster au port autonome de Lomé. Allez-y comprendre. Ça veut dire que comme on appelle, l'essentiel pour le politique, c'est de mettre en place, de donner de la voix pour que l'on exécute. Bien. Donc pour moi, aujourd'hui, quoi qu'on dise, bon, on est dedans. Maintenant, il y a des critères qui sont donnés. On a fixé une date, une échéance. L'échéance, là, je crois qu'elle est Les gens ont répondu déjà. Donc, oui, on va verra. voir ce que ça va donner. Oui, Angelo Folico, quand on prend Lomé, par exemple, on sait qu'il y a l'AS Togoport, l'AS OTR, dit-on, mais dans les critères d'octroi de la licence professionnelle, il semble que les clubs, ils ont mis ça, les clubs corporatistes ne sont pas agréés. Aujourd'hui, on doit voir Togoport, OTR et Dito à l'écart de ce championnat qui s'annonce. Et potentiellement, quels sont les clubs qui peuvent être candidats à Lomé? Bon, vous savez qu'on vit dans un pays où la communication n'est pas souvent disponible. Hein. Les gens cachent des choses. On veut juste vous mettre devant le fait accompli. Pour revenir à la question concernant les clubs corpos, je ne suis pas d'accord. J'estime simplement qu'ils ont leur place. Ils ont leur place. Quand vous regardez un peu dans les autres pays que nous avons cités en début d'émission, mais attendez, vous avez des clubs qui représentent le port national, des clubs qui représentent la gendarmerie, qui représentent la police, qui représentent la douane. Mais au Bénin, à côté, il y a l'ASPAC. Mais oui, qui représente le port de Cotonou. Au Burkina Faso, il y en a. Ouais. Au Mali, il y en a. Au Niger, il y a l'ASFAN dont on parle. Coton Sport de Garoua. Mais attendez, pourquoi chez nous, on veut renverser la pyramide? Mais non, donnez-leur l'occasion également de disputer ce genre de compétition. Mais je pense que la différence va se situer au niveau de la gouvernance interne. Peut-être, si c'est 70 millions pour des clubs qui ne sont pas corpos, pour eux, on peut peut-être donner 40 millions et demander à ce qu'en interne, sur leur budget, on puisse prélever un certain montant. Justement, pour compléter. Peut-être la crainte vient de là, que ces clubs auraient plus de moyens que les autres. Non, pas forcément. Ouais. Je disais tout à l'heure, je donne juste l'exemple de la façon arithmétique. L'État donne 40 millions peut-être à la SOTR. Et au niveau de la gouvernance de la SOTR, on prend 30 millions. Ça fait en tout 70 millions également. Mais le problème souvent se situe au niveau de la gestion des fonds. Puisqu'il n'y a jamais de transparence. On fait tout de façon caduque, on voile les comptes, on mélange les choses, on prend l'argent, on les met dans la poche. Et quand il s'agira maintenant de faire les comptes, soit on connaît le coupable, mais malheureusement, il n'est jamais puni. Il est là, il vit dans la nature, il fait ses affaires. Et voilà comment ça se passe. Pour revenir à une autre question que vous avez posée. Oui, les potentiels candidats du Grand Lomé. Je ne saurais vous donner un tel ou tel nom. J'attends de voir ceux qui vont postuler et de voir exactement est-ce qu'ils pèsent vraiment. Prosper disait tout à l'heure que non, l'État a dit ceci, il faut y aller. Mais moi je dis, si en sport on n'a pas le courage de dénoncer ce qui est anormal, alors on n'a rien à faire dans le sport. Quand vous prenez par exemple les clubs qui vont se mettre sur la ligne de départ, qui n'ont même pas de siège,
qui n'ont pas de terrain d'entraînement, qui n'ont pas de terrain de match ou de compétition. Et pourtant, ce que je viens de dire font partie des critères énoncés par la fédération. L'État dit, moi, je ne m'occupe pas de ça. Allez-y faire le travail. Mais comment Mais c'est comme si on vous demande de faire un travail de façon 50%. Moi, j'ai dit non. Si à un moment donné, tous les clubs ne respectent pas ça, mais malheureusement, on va donner la primeur à certains. Moi, j'ai dit non, on fait du faux fuyant. Si tout le monde devait respecter ça, alors là, on met tout le monde au même pas et qu'on ne privilégie pas quelqu'un au détriment de l'autre. Aujourd'hui, combien de clubs, je le répète encore, ont un site d'entraînement? Combien? Ils sont combien? Il faut les chercher. Combien ont un siège où, quand vous allez, vous retrouvez le bureau du président, le secrétariat, la salle de conférence et tout. Combien on en a? Mais arrêtons de nous leurrer. Disons la vérité au peuple et faisons les choses de façon chronologique. Ne nous pressons pas. Prenons encore 1 an, sinon 2, pour que toutes les conditions, ne serait-ce que 90%, soient réunies avant d'aller à faire du football professionnel. Oui, Stéphane Atigossou, le Grand Lomé, par exemple, est-ce que vous avez une idée sur ces clubs, ces potentiels, puisque les corporatifs comme l'AS Togoport, la SOTR, peut-être Dito, ne sont pas concernés? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord appuyer Angelo sur un point et puis ne pas l'appuyer sur un autre point. Voilà. Je l'appuie sur le fait qu'il trouve vraiment normal que les clubs qu'on considère comme clubs corporatistes soient écartés. Oui, je l'appuie quand il dit que ces clubs-là doivent jouer. Voilà, donc on parle d'argent dans le football et je ne vois pas pourquoi c'est ces clubs-là qui ont justement de l'argent et qu'il faut... Ils en ont? Ils roulent sur les moyens de l'État. La SOTR est mieux que beaucoup de clubs. Est-ce que ce n'est pas déséquilibré? Non, mais où? À quel niveau? Quand on prend le classement de cette saison, la SOTR, la Togoport ne sont pas champions. Ça voudrait dire tout simplement que même s'ils ont des moyens, ce n'est pas forcément qu'ils sont champions tout le temps. Donc, on ne va pas parler de fair play financier ici. Bon, maintenant, par rapport à l'autre chose, la question que je me pose, et si j'écoute bien mon confrère, est-ce qu'il faut... il faut refuser les 70 millions. Est-ce qu'il faut... Si ça doit être la corde au cou. Non, attendez. le siège, le terrain d'entraînement, tout ce qu'on demande, on va le faire avec quoi? Avec les 110 millions? Non, avec de l'argent. Oui, avec de l'argent. Bien sûr. Et l'État ne donnait pas de l'argent. Alors, on va dire, État, garde tes 70 millions. Nous allons demander à Agaza d'avoir un siège en bonne et due forme, d'avoir un terrain d'entraînement comme il faut, d'avoir tout ce qu'il faut, et ensuite, vous nous envoyez les 70 millions pour qu'on démarre le championnat professionnel. Est-ce que c'est dans cette logique que Angelo est en train d'aller? Pas du tout. C'est pourquoi je vais juste ajouter en disant, quand vous voulez devenir un club de football, mais prenez toutes les mesures qu'il faut. Ne venez pas dans une compétition sachant que vous n'avez pas réuni toutes les conditions. Je veux créer un club de football. D'abord, je vais chercher les partenaires qu'il me faut parce que je suis dans une forme de vision. Je ne fais pas mon club, je ne crée pas mon club pour 2 ans, pour 3 ans. Ici, ce n'est pas utopique ce que vous dites. C'est-à-dire c'est la meilleure, c'est l'idéal. Oui. Est-ce qu'il y a des clubs, quand on prend en considération ce que c'est que le sponsoring ici, ce que c'est que le partenariat ici, est-ce qu'un club peut réussir à avoir tout ça derrière? Est-ce que c'est possible? C'est une possibilité. Moi, je pense que... Je voudrais juste terminer en disant que quand vous prenez les clubs historiques que l'on a, à Gaza, c'est Massy, l'Étoile Filante, oui. Mais ils n'ont pas 5 ans d'existence. Ils n'en ont même pas 10. Mais c'est des décennies et des décennies d'existence. Pourquoi, durant tout ce temps, rien n'a été fait pour leur permettre, par exemple, le cas de Gaza, lorsque nous arrivons là-bas, ça fait quand même, c'est déplorable. C'est vrai, quand vous voyez d'abord le site, ce n'est pas quand même du GT de l'anathème, mais on parle d'Agaza Football Club. Quand vous rentrez à l'intérieur, mais vous avez l'impression... L'un des clubs qui a fait une finale de Coupe africaine. Vous venez de sortir... Accompagné de l'Étoile Filante. Vous venez de sortir l'élément important. Mais vous avez l'impression de voir l'état d'un club de quartier. Quand je dis quartier, le mot est bien péjoratif. Mais comment peut-on comprendre ça? Pour moi, pour chuter en disant que ça manque tellement de vision. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui... Les clubs ne sont pas prêts. Bien, moi oui, il n'a qu'à terminer, je viens. Je pense que Angelo a en partie raison.
Mais ce que je ne gobe pas, c'est le fait de ne pas y aller. Pour vous, il faut aller petit à petit. C'est si ça? Agaza, le site d'Agaza est dans cet état, c'est parce que, c'est vrai, il n'y a pas de division, mais il n'y avait pas aussi de canevas. C'est aujourd'hui que le canevas est en train d'être tracé, où on demande à toutes les équipes d'avoir une équipe A, une équipe A', c'est-à-dire les U17, et une équipe féminine. Ça n'avait jamais existé. Si Agaza n'a pas d'équipe féminine, c'est parce qu'on n'avait jamais demandé à Agaza ou bien aux clubs qui sont en première division. Mais est-ce que le club lui-même, en étant club, ne pourrait pas avoir... Pour jouer quelle compétition? Si par exemple, il n'y a pas de championnat de jeunes, pourquoi Agaza devait avoir un club U17? Pourquoi Agaza devait avoir une équipe créer féminine? sa propre pépinière, pourquoi pas? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, le canevas est tracé. Tout le monde doit suivre. La preuve, le week-end passé, ASCO a eu un congrès. Parce que l'AFC existait depuis. ASCO existait aussi. Mais les deux étaient diamétralement opposés. Il a fallu qu'on trace le canevas pour que ASCO aille s'associer aujourd'hui ou bien fasse venir Bella FC. Et Bella FC est devenu maintenant ASCO, équipe féminine d'ASCO. Donc c'est parce qu'il y a maintenant un canevas. Et quand le canevas est là, tout le monde est obligé de suivre et on ne va pas suivre le même rythme. Mais forcément, on va suivre et chacun finira par donc grimper. Donc, pourquoi je salue cette idée de professionnalisme, mais malgré les difficultés qu'il peut y avoir, il faut quand même commencer. Si on commence, vous verrez peut-être que d'ici 2025-2026, le site d'Agaza va peut-être changer. Pas peut-être avec les 70 millions que l'État donne, mais ça donne une conscience. Les gens vont se dire, ah tiens, il nous faut maintenant enlever le terrain de handball qui est là-bas, qui est inutilisé, pour mettre peut-être du gazon pour que les filles s'entraînent. Il faudrait qu'on arrange l'autre côté où il y a des herbes là-bas, il faut les enlever pour que l'équipe U17 puisse commencer par faire quelque chose. C'est parce que maintenant, les occupants sont là. Voilà. Prosper, oui. Je voudrais réagir un peu par rapport à Angelo pour lui dire que je lui donne entièrement raison. Mais je dis une chose. Lorsque le discours est politique, je vous dis, vous pouvez trouver toutes les palliatives possibles. On en restera là, comme c'est pas bien de le dire. On refuse de démarrer ce professionnalisme aujourd'hui, 10 ans après. Les 3 ans que vous demandez pour qu'on mette en place les structures, d'autres priorités vont prendre place et qu'on n'en reviendra même donc, pas. Donc, vous voulez dire que le sport, c'est pas la priorité. Mais le sport n'est pas la priorité de notre État. Mais c'est bien inscrit dans le programme national de développement noir sur blanc. À quelle partie? À quel niveau? Justement. Si ce n'est pas une priorité, pourquoi l'a-t-on mis dans ce programme de développement? C'est pourquoi je dis à quel niveau. Voilà, donc les priorités, il y a priorité des priorités. Le sport peut être une priorité, mais ce n'est pas la priorité des priorités. Prosper, ce n'est pas une priorité. Lorsque nous avons l'occasion de discuter avec des décideurs, des gens qui sont dans le couloir, qui sont dans le sérail du pouvoir, ils vous diront, mon cher frère, aujourd'hui, on met l'économie. Il y a plus important, il y a mieux que le sport. On va vous citer l'économie, on va vous citer l'éducation, on va vous citer d'autres choses. Dans d'autres pays, les gens se sont fait connaître à travers le sport. Malheureusement, chez nous, c'est un paramètre de rayonnement international. Chez nous, ce n'est pas le cas. Le sport, la majeure partie du temps, c'est du loisir. Et ça fait tellement mal qu'on rencontre un jeune homme de 2,12 mètres, par exemple, au fin fond d'un village dans le septentrion ou bien au niveau des plateaux, et qui ne sera même pas capable de jouer du basketball. Vous comprenez ça? Et pourtant, juste le sport, grâce à ce qu'il gagne, il peut sortir sa famille de la misère, il peut partir et revenir, redonner une autre couleur à son quartier, là où il a grandi, et au mieux, permettre à ce que sa nation soit connue. Regardez le cas de la Jamaïque. La Jamaïque a quoi comme ressources minières, comme ressources pétrolières? Ils n'ont rien du tout dans leur sous-sol. Mais c'est grâce au sport que la Jamaïque est connue. Aujourd'hui, chez nous, disons-nous la vérité, droit dans les yeux, le sport n'est pas une priorité pour le Togo, pour les dirigeants togolais. C'est simple. Oui, Stéphane, on va conclure. Oui, je vais conclure en disant que le sport commence par être une priorité pour l'État togolais. La preuve... Commence. Oui. La preuve, c'est la première fois que j'entends les autorités togolaises débloquer autant d'argent. Ça, c'est de l'argent, 70 millions par club, c'est de l'argent. Ils ont déjà débloqué. Oui, on n'a pas eu 60 millions pour envoyer les U23 c'est des annonces. C'est de l'argent. Arrêtez de dire des balivernes. Vous savez... le Togolais, généralement, c'est quelqu'un qui est difficile à comprendre. Il dit qu'il n'y a rien,
Et lorsqu'il trouve un peu, il dit... c'est pas beaucoup. Oui, je ne veux même pas recevoir ça. Je préfère rester sur mes lauriers à 0 francs que d'avoir le peu et d'espérer avoir le meilleur. Je pense qu'il faut prendre. Prenez ce que l'État a donné et commençons quelque chose avec. Essayons de continuer par demander pour que cela puisse s'augmenter. Mais dire que là où nous sommes là... ce n'est pas beaucoup, nous ne sommes pas prêts pour dépenser ça et garder ça d'abord quand on sera prêt, ça c'est dangereux. Très dangereux, oui. Prosper, merci d'avoir été là. Angelo Foliko, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Stéphane Atigosu, merci Eloma Dovon pour la vidéo, merci Okekudio, auditeur, merci, à très bientôt.